Il est 11 heures, on va pouvoir démarrer. Les petits retardataires nous prendront en cours de route. Ce n'est pas un problème. De toute façon, comme d'habitude, on va commencer aussi par ce webinaire à faire connaissance, tout simplement. Alors, pour des petites questions pratiques, il y a sur Zoom une petite partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Donc, on va commencer tout de suite par un petit sondage. Le but, c'est de faire connaissance, parce que derrière les écrans, on ne sait pas forcément qui est là, et c'est toujours sympathique de se connaître. Donc, normalement, le sondage apparaît de votre côté, juste pour faire connaissance. On est un peu du monde de la bière. Hop, je partage les résultats. Donc, une majorité de professionnels de la bière, 73%. Quelques brasseurs amateurs sont bienvenus. En même temps, on est tous des brasseurs amateurs. Si on prend la définition d'amateur, c'est celui qui aime. Je pense que dans la bière, on est tous des amoureux du brassage, universitaire, amateurs de bière et aussi juste des petits curieux. C'est toujours sympathique aussi. Voilà, revenons à la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de la Jazz, qui est une nouvelle levure que on va démarrer plutôt pour les bières de type sour. Donc sour, bon, je pense que si vous êtes un petit peu intéressé par les bières, vous avez tous entendu un petit peu parler du type sour. Alors, Quesaco, la sour, les bières sour sont un peu une famille de bières euh, où la caractéristique sera l'acidité, le côté aigre qui définissent un peu ces bières. On retrouve plein de styles dans les sours. On peut parler des lambics, des gueuses qui sont des styles de sour. Les gozeux aussi, les Berliner Weiss sont des styles. On peut aussi prendre les Oude Brune, par exemple, qui sont aussi des styles de bière acide. Donc une famille très très large. On ne peut pas se contenter d'un simple goût typique. Différentes possibilités de produire des sours. Donc, il y a les sour kettle et sour mash, donc c'est des termes anglais. Le kettle, c'est plutôt pour la chaudière d'ébullition, le mash plutôt pour l'empâtage. Donc là, l'idée est d'utiliser des bactéries qui vont acidifier, donc soit la mèche dès l'empâtage. Donc en fait, on va empâter, on va inoculer avec des bactéries qui vont acidifier dès l'empâtage. Et après, on peut reprendre le process classique de filtration, d'ébullition, de fermentation tout à fait classique. On peut le faire sur le sour kettle, c'est ce qu'on voit assez fréquemment aujourd'hui dans les brasseries modernes, on va dire, où en fait on fait l'empâtage, la filtration de manière très classique. On fait une très courte ébullition pour quand même, on va se dire, stériliser un petit peu le mou. On va refroidir, inoculer avec nos bactéries, puis attendre l'acidification que l'on souhaite avant de reprendre une ébullition, le houblonnage et de reprendre la suite du process que vous connaissez avec une fermentation tout à fait classique. Donc ça, c'est pour le sour kettle et le sour mash, qui est en amont du process. On a aussi la possibilité d'utiliser des levures acidifiantes. On va en parler aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Donc, on va utiliser une levure directement en fermentation et cette levure aura cette capacité de produire une partie qui sera acide et une partie plus classique avec de la production d'éthanol, donc de l'alcool. Ça, c'est la partie levure qui est plus récente en termes de technique. Ici, la technique peut-être la plus ancienne, les fermentations dites spontanées, où on va utiliser un bac refroidisseur qui sera inoculé par les levures et les bactéries présentes dans l'environnement. Vous connaissez tous, je pense, les histoires des brasseries type Cantillon. Il y en a aussi d'autres. Vous avez la brasserie Beaucorps, même des brasseries modernes telles que la brasserie Popin fait aussi des fermentations de type spontané avec un bac de refroidissement. On peut aussi produire des sours en ajoutant directement de l'acide. On met de l'acide lactique, on va mettre des jus de fruits plutôt acides. Ça peut être aussi un type de process qu'on peut utiliser pour faire des bières acides. C'est plus simple. Si on fait un petit point sur les avantages, les inconvénients des différentes méthodes, le sour kettle, le sour mash, ce qui est pratique, c'est qu'on peut gérer le temps d'acidification. Donc, vous pouvez gérer votre acidification. Si vous voulez une bière très acide, vous allez laisser longtemps. Si vous voulez une bière avec une acidité plutôt légère, vous allez laisser moins longtemps. Vous aurez une fermentation très classique, donc vous allez pouvoir gérer cette durée de fermentation qui sera très standardisée et qui sera commune euh, à votre levure et à vos, à vos habitudes de fermentation.
et vous pouvez atteindre tout niveau d'acidification, justement en gérant ce temps d'acidification par les bactéries. Inconvénient, c'est que c'est des process qui monopolisent le bloc chaud, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, utiliser votre chaudière ou votre cuve d'empâtage pendant 24-48 heures pour acidifier et vous ne pourrez pas produire d'autres bières pendant ce temps-là. Donc, c'est pas toujours pratique selon votre rythme de production. Il faut aussi gérer le refroidissement. Je pense au sour kettle. Donc, on fait une courte ébullition, il faut refroidir à 30 degrés. Selon les équipements, ça se prévoit et ça demande parfois un petit peu de mise en place en termes de process. Forcément, quand on met des bactéries dans une brasserie, alors ça dépend l'organisation de votre brasserie, mais on peut aussi avoir des contaminations des bactéries acétiques parce qu'il y a présence d'oxygène et donc là, ça va donner une acidité que l'on souhaite peu dans la bière. Et vous pouvez aussi, quand vous inoculez des bactéries, si votre bloc chaud est proche de votre salle froide, de vos fermenteurs, vous augmentez quand même le risque d'amener des bactéries dans vos fermentations entre guillemets classiques. Et vous devez acheter forcément des bactéries et des levures pour faire cela. Les spontanés, vous voyez, la liste est un peu plus courte. L'avantage, c'est quand même une complexité d'arômes parce que vous avez tout type de bactéries et de levures sauvages, levures de brasserie qui vont travailler sur votre mou. Ça reste des produits d'exception, on les connaît. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande déjà un équipement spécifique. Il vous faut le cool chip, le bac de refroidissement. Ça demande un savoir-faire. On sait, hein, Cantillon, c'est des générations de savoir-faire. Vous avez des risques de contamination. Quand j'écris ça, c'est dans le sens où l'acétique, une brasserie comme Cantillon ne peut pas brasser toute l'année parce que les mois d'été, les températures augmentant, d'ailleurs, c'est une période qui grandit avec l'augmentation des températures au niveau du climat. Donc, ils peuvent pas brasser trop l'été parce que les acétiques vont prendre le dessus en termes de cinétique de croissance. Et donc, vous avez des résultats qui peuvent être un peu variables puisque ça dépend forcément des souches présentes dans votre environnement. On parle des levures acidifiantes, donc j'ai déjà écrit l'Achantia, comme ça on sait déjà ce que c'est. L'avantage, c'est que vous pouvez produire l'acide lactique et l'alcool en même temps. Donc c'est très facile d'utilisation, c'est vraiment travailler à l'identique qu'une fermentation classique, un brassin classique. Vous libérez donc votre bloc chaud, donc, vu que vous brassez exactement de la même façon que d'habitude. Elle est non compétitive, donc c'est pas une souche qui va poser problème dans votre brasserie en termes de contamination croisée et ce genre de potentiel de risque. Et on peut aussi travailler avec différentes levures, on peut faire du séquentiel, mais ça on ira dans le détail juste après. On a une atténuation faible justement qui laisse sa place là. Dans les inconvénients, c'est des levures qui sont plus faibles en tolérance à l'alcool. Vous aurez du mal à faire des Imperial Sour, par exemple, à 10 d'alcool avec uniquement la CA. Elle est assez fragile face à l'alcool. Elle est vite stressée par la présence d'alcool. Vous avez une durée de fermentation qui est plus longue, il faut le savoir, une atténuation plus faible et une acidification qui est limitée. Ce ne sont pas des bactéries, on parle bien de levure. Voilà un petit peu les avantages et inconvénients des différentes méthodes. N'hésitez pas si vous en voyez d'autres, ce sera avec plaisir. Il y a sûrement des avantages et des inconvénients. Chacun voit un petit peu selon son matériel et ce qu'il veut. Eh ben, je vous propose un nouveau sondage justement pour savoir, pardon, hop, un nouveau sondage justement pour échanger, voir un petit peu quelle est votre expérience justement sur les sours. Voilà, je lance le sondage ou juste c'est pour savoir si vous avez déjà brassé de la sour, si ça vous intéresse, et si vous en avez brassé, avec quoi avez-vous déjà essayé ce type de bière. Donc c'est vrai que ce sont des bières qui étaient cantonnées plutôt quand même en spontané avec le savoir-faire, l'historique et que les capacités aujourd'hui des bactéries et la connaissance du développement de ces souches a permis à tous les brasseurs, plus la révolution brassicole a permis aussi le développement de ce style qu'on entend de plus en plus parler un peu partout. Donc voilà, je pense que à peu près tout le monde a répondu. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, il y en a qui n'ont jamais brassé, mais ça les attire pas vraiment, peut-être par peur. Il y en a qui n'ont jamais brassé et ça leur tente. J'espère que je répondrai à leurs demandes et qu'ils s'aventureront justement dans cette palette aromatique. Il y a eu du sour mash. C'est pas ce que je vois le plus souvent, j'avoue, quand je vais dans les brasseries. Sour kettle, j'en vois régulièrement. Il y en a déjà qui brassent avec la Lachance CA,
connaissent déjà ça. Et il y a du savoir-faire avec de la spontanée déjà aussi essayée. Il y en a qui s'aventurent, et oui, avec une autre méthode. Mais je suis curieux, la personne qui a répondu avec une autre méthode, si elle veut bien le partager, c'est avec plaisir sur la discussion, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, ben, avec Brewline, on va zoomer sur la Lachantia parce que la nouvelle levure est une Lachantia, la Jazz, qui est Lachantia thermotolérance. La Lachantia, c'est une levure qui est non Saccharomyces. Donc, faut le savoir, c'est pas tout à fait la même famille. Elle a été nommée Culebromyces thermotolérance. Elle est naturellement présente à l'état naturel, hein, comme énormément de souches et de variétés de levures, forcément. Elle était déjà présente sur les baies de raisin, entre autres, et elle présente une forte variété génétique. Ce qui peut être aussi très intéressant pour la bière, qui dit forte variété génétique, dit application variable et variée, qui y sont forcément intéressants parce que c'est des goûts différents. Vous retrouvez sur la présentation un peu voilà, les familles, les relations génétiques, voilà, pour retrouver un petit peu où est la Lachantia dans tout ça. On retrouve aussi, donc, voilà, on retrouve un petit peu en termes des familles de levure, etc. La Lachantia, vous voyez où elle est quand même assez éloignée entre guillemets de la Saccharomyces cerevisiae. Et depuis quelques années, en fait, les études ont montré qu'il pouvait y avoir un intérêt euh, tout à fait intéressant de la Lachantia sur des mous de bière. Donc, avec ces études, forcément, bah, les levuriers et les producteurs de levure, comme Brewline, se sont intéressés forcément à ce type de souche et nous avons fait des essais. Alors, comment ça marche la Lachantia? La Lachantia va produire de l'acide lactique à partir du sucre et de l'alcool. Donc, vous voyez le cycle dans la levure, qui est assez classique, hein, le cycle de la fermentation qui est là avec les sucres qui vont au pyruvate jusqu'à l'éthanol. Et en fait, là, la Lachantia a cette capacité justement de transformer le pyruvate en lactate, qui va être transformé en acide lactique. Ce mécanisme est surtout présent sur le métabolisme du glucose. C'est important. C'est intéressant de le savoir parce que forcément, en fonction de votre mou et votre process, ça aura une influence sur vos résultats d'acidification. Donc, si vous produisez de l'acide lactique et en même temps de l'éthanol, vous avez une baisse du pH, vous avez une diminution du taux d'alcool parce que vous produisez une partie en acide lactique, mais vous produisez toujours de l'éthanol. Donc, vous comprenez l'intérêt de ce type de levure qui fait les deux mécanismes en même temps. Donc là, la bibliographie nous montre différents résultats. Elle nous montre que la Lachantia thermotolérance, qui est logique d'ailleurs, dégage un peu moins de CO2 en cours de fermentation. C'est logique parce que le CO2 est vraiment lié au cycle éthanol, à la production d'éthanol. Donc, on retrouve ces résultats déjà en culture pure de Saccharomyces, en culture mixte et en culture de Lachantia. On a des pouvoirs fermentaires, comme je vous l'ai dit, qui sont situés à 7 et 9% d'alcool. On est plutôt à 7 sur la Lachantia Jazz. C'est compliqué de finir à 9, elle est quand même stressée par l'alcool. Donc l'idée, si on veut aller plus haut en alcool ou aller plus loin en termes de sécheresse, on peut l'associer avec Saccharomyces pour réaliser une fermentation qui est plus complète. Donc il y a eu aussi des études qui ont été faites là-dessus pour voir le comportement en co-inoculation ou en séquentiel par exemple. Donc on peut le voir déjà l'évolution de la population en cours de fermentation quand on fait une co-inoculation. La Lachantia en fait diminue très vite et arrive même à une population à zéro très très rapidement. Donc ça déjà c'est une information, c'est-à-dire que si on met une Saccharomyces avec une Lachantia, la Saccharomyces prendra le dessus et la population de Lachantia va disparaître pour laisser la place à la Saccharomyces. Donc ça c'est déjà une information très intéressante qui aussi nous rassure en termes de sûreté microbiologique dans votre brasserie. Donc, il y a eu des essais qui ont été faits soit en co-fermentation, donc c'est-à-dire qu'on ajoute les deux levures dans le même temps, soit en séquentiel, c'est-à-dire qu'on commence avec la Lachantia, on attend un temps et on va après ensemencer avec une levure classique Saccharomyces. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un impact sur la production d'acide lactique. En co-fermentation, on a une production qui est nettement inférieure au séquentiel, ce qui est assez logique aussi parce que la Saccharomyces va rapidement prendre le dessus sur la Lachantia
et on laisse pas le temps à la Lachancia, entre guillemets, de s'exprimer comme on le voudrait. Donc voilà, si vous voulez une très très faible quantité, la communication peut être intéressante, mais je pense que l'impact sur votre produit, sur votre goût, sera pas suffisant. Donc voilà, si vous voulez, s'il y a besoin, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez aller vraiment sur des bières plus sèches avec une signature peut-être de votre levure ou d'une autre levure, vous pouvez faire en séquentiel. Vous attendez quelques jours que la Lachantia fasse son acidité pour ajouter la nouvelle levure Saccharomyces. Donc, les essais ont été faits sur mou de bière. Donc, on voit que la Lachantia consomme le maltose et le glucose, le sucre simple. Elle ne va pas trop chercher le maltotriose. Je vais vous montrer des résultats juste après. Et il faut aussi prendre en compte que l'Achantia transforme votre sucre en acide lactique. Et donc, si vous mesurez votre densité de façon assez classique, forcément, vous ne verrez pas cette consommation de sucre qui vient de l'éthanol habituellement. Là, elle devient de l'acide lactique. Donc, ça aura forcément un impact sur votre mesure de densité que vous faites en brasserie. Quand vous transformez du sucre en acide lactique, la densité de l'acide lactique, c'est environ 1,25, enfin la masse volumique est de 1,25 grammes par centimètre cube. Donc, ça aura un impact forcément dans votre mesure de densité en fin fermentation. Donc là, en fait, la production d'acide lactique va masquer une partie de votre atténuation et de votre calcul d'atténuation. Ça peut être stressant, en fait, quand on est brasseur. On se dit que c'est pas atténué, que c'est pas fini, mais il faut pas oublier qu'une partie est vraiment de votre masse volumique est représentée par l'acide lactique. Donc cette levure a été forcément caractérisée en laboratoire sur des colonnes de fermentation. Voilà à quoi ça ressemble dans les laboratoires. Donc en fait, c'est un brassage sur un mou standard et fermentation sur des colonnes de ce type. Donc ça change un petit peu de vos fermenteurs classiques, mais c'est la méthode officielle en laboratoire. Donc en termes de profil fermenté, voilà, elle va pas trop chercher les maltotrioses, on le voit bien sur l'analyse qui a été effectuée. Elle va bien chercher tout ce qui est fructose, glucose, saccharose, maltose en fonction de ce que vous mettez dans votre bière. Et maltotriose, elle ne va pas les chercher. Donc ça peut être important. Ça va laisser forcément une rondeur typique dans votre bière. On arrive sur les mêmes les mêmes concentrations de maltotriose que sur la levure folk, qui est une levure aussi de chez Brewline, qui est aussi maltotriose plutôt négative. Ça vous laisse une rondeur. Donc voilà, si vous voulez gommer cette rondeur, il faudra travailler en fermentation séquentielle avec une souche qui elle, ira chercher les maltotriose. D'un point de vue aromatique, nous avons aussi fait le profil aromatique. On est sur un mou standard, donc ce profil peut être forcément modifié selon votre environnement que vous avez décidé de mettre en place. Donc le mou, les fruits que vous rajoutez, etc., forcément va changer tout ce profil. Donc elle produit peu de diacétyl, tous ces notes beurrées, etc., ce qui nous arrange bien. Même les notes de solvant sont plutôt faibles et on a quelques notes de banane, mais qui restent plutôt très très légers. Voilà pour le profil aromatique. Si vous voulez rentrer dans les détails, on pourra, n'hésitez pas, il suffit de demander. Pour la production d'acide lactique, c'est quand même ce qui nous intéresse sur cette souche, c'est qu'elle vient acidifier. Donc on peut le voir, hein, les pH des bières sont aux environs de 4,2, 4,4, 4,3, 4,4, pardon, sauf la Jazz où on est descendu à 3,5 de pH et on a une production d'acide lactique aussi qui est intéressante, puisque sur des bières assez classiques, on est plutôt dans les 2 grammes par litre d'acide lactique. Là, on passe à 6 grammes par litre euh, d'acide lactique. Donc l'impact de cet acide lactique, je vais vous parler de l'impact sur la densité. Je parle souvent en degrés plateau, c'est l'ordre de grandeur et va être à peu près de 0,4-0,5 degrés plateau maximum d'impact. Donc si vous finissez une bière à 4,5 plateaux, elle sera en réalité entre guillemets à 4 plateaux. Donc il y a un petit impact quand même qui est influencé et qui se montre bien sur les mesures. On a fait de la bière aussi avec. On n'a pas été qu'en laboratoire forcément avec cette nouvelle souche. Moi, j'ai brassé à la maison. Donc voilà, vous avez la recette avec du malt pale ale, du sabro avec déjà une quantité sympathique à 2 grammes par litre. Le but, c'était de voir aussi sa résistance un petit peu face au blond. Donc ça a bien fermenté. On a des résultats cohérents avec les résultats que je vous ai montrés juste avant sur le laboratoire et une perception gustative qui était tout à fait intéressante. D'ailleurs, si des gens étaient venus au salon de Nancy, nous avons fait déguster cette bière sur le salon de Nancy et j'espère pouvoir en rebrasser pour le prochain salon de Nancy et pouvoir échanger avec vous de visu et en réel. C'est toujours le plus sympa aussi de goûter, de voir ce que ça goûte. Donc voilà, on a un ressenti forcément frais avec l'acidité
L'acidité amène des notes de fraîcheur, donc c'est tout à fait intéressant. Et on avait le houblonné qui se mariait sur ce type de bière, donc, mais c'est pas forcément le sujet du jour que de parler du sabro. Il y a eu des essais de faits dans une brasserie de taille plus importante, une brasserie de 20 hectolitres, qui a eu les mêmes ressentis, qui a eu alors faut savoir en début de fermentation, c'est une levure qui peut un peu stresser. Moi, je vous avoue, en tant que brasseur, elle m'a stressé parce que les premières 24 heures, on a l'impression que c'est une fermentation qui démarre pas parce que ça bulle pas, parce que il n'y a pas beaucoup de chute de densité. On a l'impression que c'est une fermentation compliquée, mais ce qui est aussi logique parce que on commence aussi par travailler le glucose et donc on va favoriser le métabolisme acide lactique qui lui ne produit pas ces effets-là sur la densité et sur le CO2. Donc c'est voilà. Il faut le savoir quand on utilise ce type de levure, ça peut être un petit peu stressant au début, c'est normal, voilà, que ça démarre pas comme d'habitude, comme une souche classique de Saccharomyces. Donc le brasseur, pour reprendre les termes du brasseur, voilà, rendons César ce qui appartient à César, il a défini cette levure comme crispy, le terme. Donc en fait, c'est une levure qui est assez droite, assez directe, qui va laisser vraiment la place au style de bière que vous voulez faire. Elle va pas avoir un impact organo très très important, elle va pas avoir une signature trop importante, ce qui vous laisse la place pour travailler peut-être plus sur le malt ou sur les fruits que vous choisissez. Donc voilà un petit peu la levure jazz. Si on récapitule, c'est une Lachance à thermotolérance. Elle permet de produire des bières acides. Elle est très simple d'utilisation. Hein. C'est l'inoculation en fermentation directe sur un brassin défini. Elle flocule plutôt bien. Elle produit très très peu de diacétyl. Vous avez vu sur les valeurs. On met tolérance à 7% d'alcool. Même 7, voilà, il faudra bien gérer l'inoculation et même la nutrition. À mon avis, pourrait être à 7 et dépasser 7. Vous allez la fatiguer, mais en même temps, je pense que la majorité des sours ont du, c'est rare que ça dépasse 7. Et si vous voulez vraiment dépasser 7, n'hésitez pas à utiliser une souche de levure de votre choix là-dessus. Voilà, pour l'atténuation, on est à un petit 75%. Vous avez vu aussi dans les résultats. Elle est déjà disponible sur la boutique depuis quelques jours et est déjà brassée par aussi certains clients qui en sont très contents pour le retour direct des brasseurs. Donc voilà un petit peu sur la levure jazz. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Merci de votre attention. On va passer à la question. Je regarde un petit peu dans la partie discussion du coup s'il y a eu des questions. Alors la jazz, oui, chez l'allemand, ils ont sorti aussi une Lachance qui est sensible à la pression. Oui, c'est la Chancea sont des souches qui sont sensibles. Donc là, la, la jazz sera aussi sensible à la pression. C'est des souches assez fragiles, donc ce qui nous arrange parce que elles vont pas s'installer dans la brasserie et amener de l'acidité où on n'en veut pas. Mais ça a l'inconvénient que c'est un peu fragile. Donc si vous voulez monter en pression, je vous conseille d'utiliser une autre souche qui finira la fermentation et qui pourra résister à la pression beaucoup plus facilement que la Chancea. Donc j'ai aussi une réponse pour la partie spontanée, qui est un assemblage de lambic gardé en tonneau 3 ans et d'une bière classique fraîche. Bravo. Bravo, ça demande un vrai savoir-faire, ce type de technique et aussi il faut le temps. Il faut le temps parce que garder un tonneau 3 ans, il faut avoir la logistique, il faut avoir le tonneau, etc. Mais ça fait aussi des produits d'exception assez différents parce que plus complexes, parce qu'il y a il y a clairement plus de variétés de souches qui vont venir impacter. Je pense entre autres aux Brettanomyces qui vont forcément apporter. Euh, alors, pour augmenter la production d'acide lactique, oui, une voie pourrait être d'augmenter l'apport de glucose, mais on aura des limites. En sour kettle, on peut arriver à des pH de 3,1, 3,2 en pH. Avec la Chancea, ça sera compliqué d'arriver jusqu'à ces pH-là. On va arriver à du 3,4, 3,5 maximum, je pense. Après, c'est une source de stress aussi pour la levure, donc ça va être compliqué d'aller beaucoup plus loin. Ça fait pas tout à fait le même type d'acidité et de résultat final, parce que l'avantage aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, la Chancea va travailler sur votre produit fini, qui ne sera pas traité thermiquement, contrairement au sour kettle où il y a quand même une ébullition, où on perd un petit peu d'aromatique. Donc, mine de rien, ça fait une différence aussi.
Donc c'est intéressant. Alors j'ai une question dans les questions-réponses. Sur la fermentation bouteille, alors forcément, c'est pas la levure la plus facile en fermentation bouteille, puisque comme je vous ai dit, elle est un petit peu fragile. Moi, je l'ai fait à la maison, ça a fonctionné sur une bière à 4,5% d'alcool. J'ai eu aucun souci, elle était bien pétillante et tout a bien fonctionné sur ces bouteilles-là. Les brasseries qui ont brassé avec sont en isobar, donc n'ont pas eu à faire face à la fermentation de bouteille. Le plus simple est quand même d'utiliser une levure de refermentation type 2F, enfin qui sont des levures vraiment spécialisées là-dessus, qui résistent bien à la pression, etc. Elle fait le travail, mais ça restera pas l'idéal en refermentation bouteille. C'est des conditions vraiment stressantes pour la chambre CA. J'avais une autre question. Est-ce qu'elle souffre des houblonnages importants de dry hopping pour faire happy sour? Sur l'essai que j'ai fait, nous sommes montés à déjà 2 grammes par litre. C'est déjà pas, oui, c'est pas des 10 grammes par litre comme sur certaines très hoppy, mais non, elle résiste bien au houblon. On était monté aussi quand même assez haut en amertume parce que le sabro, il était quand même avec un beau petit taux d'alpha. Non, elle résiste pas trop mal au houblonnage. Et le houblonnage, de toute façon, aura lieu plutôt sur la fin de fermentation. Donc, la levure n'aura plus trop d'effet ne sera pas forcément très sensible au dry hopping qui a lieu sur sa fin de fermentation. L'impact est quand même limité du houblonnage là-dessus. Donc, je pense pas qu'il y aura un grand impact houblonnage accru sur la lâche de CA. C'est pour ça que j'ai utilisé d'ailleurs le houblonnage sur la recette à maison plutôt en late hopping pour voir vraiment l'impact du houblon sur la levure, parce que en dry hopping, l'impact est quand même sur le final de fermentation, donc moins gênant, clairement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette jazz qui est déjà disponible, qui est sur des ensemencements assez élevés aussi, hein, forcément, c'est une levure qu'il faut, si vous voulez aller le plus loin possible du travail, un peu comme les Lager. Donc voilà un petit peu dans les capacités de cette souche jazz. J'espère que vous avez bien compris un petit peu la philosophie de cette levure et que ça vous intéresse d'essayer ça. C'est facile d'utilisation. N'hésitez pas si vous avez besoin. Alors, le sujet de la réhydratation, un vrai beau sujet qui se répète toujours, qui est toujours intéressant. Euh, je pars du principe que c'est toujours mieux de réhydrater que d'inoculer directement. Mais aussi, je préfère une inoculation directe qu'une mauvaise réhydratation. J'espère que je suis assez clair dans ce que je dis là. La réhydratation va vraiment diminuer la mortalité par rapport au choc, etc., qu'on fait subir à la levure. Mais une mauvaise réhydratation peut tuer la levure beaucoup plus qu'un saupoudrage direct. Et un saupoudrage direct fonctionne. Les brassins qui ont été effectués ont été faits en saupoudrage direct, comme la plupart des brasseurs travaillent aujourd'hui. Voilà, le test en 20 hectos. Il y a eu aussi des brassins faits depuis dans d'autres brasseries de taille conséquente sur du 40 hectos de mémoire et qui a travaillé en saupoudrage direct et ça fonctionne. Après, une réhydratation sera toujours à une efficacité quand même supérieure. Voilà. Mais une bonne réhydratation avec tout ce qu'il faut et tout ce qui va bien. Si c'est une réhydratation vraiment qui est pas faite dans les règles de l'art, je vais conseiller plutôt un saupoudrage direct. C'est vrai que ça demande un petit peu d'équipement et d'habitude et de savoir-faire. Donc voilà pour cette partie de réhydratation de la levure et d'inoculation, qui est un vrai sujet qui revient régulièrement et ce qui est logique parce que c'est pas inopportun. La levure, il faut qu'elle fasse son travail et c'est important qu'elle soit dans de bonnes conditions dès le début. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si j'ai oublié. Alors la jazz pour l'instant est en 500 grammes. Elle devrait arriver dans un second temps en 100 grammes et les échantillons par la même occasion qu'on pourra forcément, si vous voulez tester sur des petits volumes, qu'on pourra aussi vous accompagner sur cette partie. N'hésitez pas, vous avez mes contacts sur le webinaire, sur le site internet, etc. 500 grammes, c'est parfait pour 10 hectos exactement. C'est le conditionnement idéal. C'est pour ça que le 500 grammes d'ailleurs reste très présent, quels que soient les producteurs de levure. Ça reste le format quand même idéal pour la production de bière. Donc voilà le conditionnement et le 100 grammes pour les petits brassins et nos échantillons nous sont généralement réalisés en 20 grammes qui seront disponibles dans un second temps.
Voilà un petit peu pour la partie l'achat de CA. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions et si j'en ai perdu quelque part sur la route. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc voilà pour la partie l'achat de CA. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous avez mon mail, vous avez mon téléphone, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, n'hésitez pas, on essaye d'être présent sur chaque plateforme de communication, tout ce qui pose problème aujourd'hui, donc n'hésitez pas, et puis si vous avez un accompagnement plus proche, je suis là pour ça et pour vous aider au quotidien. Je vous remercie tous, bonne journée, puis à bientôt. Au revoir. Merci, merci Michel. Ça fait plaisir toujours de voir des petits messages comme ça. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.